Bonjour à tous et merci d'être là. Donc moi je suis Pascal Antel, je dirige une agence de paysage qu'elle fait partie Simon, donc Simon Hay, qui est paysagiste également. Et donc depuis 2015, on travaille sur ce quartier chalusset et notamment sur le jardin qui en fait partie, qui est donc le jardin Alexandre Ier. Donc peut-être juste un petit point sur... on est une équipe, c'est-à-dire on n'a pas travaillé tout seul sur ce jardin, même si je veux dire, c'est nous qui manageons plutôt l'équipe qui a travaillé sur ce sujet. On faisait partie de l'équipe de Corinne Vezzoni qui, elle, a travaillé sur l'ensemble du quartier. Donc nous, on travaille sur le jardin et les espaces extérieurs qui sont encore en cours de travaux autour des différents bâtiments. On a travaillé également avec un historien qui a été extrêmement précieux, qui s'appelle Jean-Pierre Berriac, qui nous a aidé à approfondir l'histoire du jardin que je vais vous raconter, parce qu'elle nous a beaucoup nourris dans le projet qu'on a développé. On était avec un bureau d'études, enfin plusieurs bureaux d'études, parce que comme vous l'avez vu, il y a de la fontainerie, on a un certain nombre de techniques un peu réseau VRD, un éclairagiste qui est 8-18. Voilà, donc c'est un peu un travail d'équipe. Et puis, je voudrais profiter ici pour remercier beaucoup aussi les services techniques, enfin les services des espaces verts de la ville de Toulon qui nous ont vraiment accompagnés dans ce travail, et notamment pour pouvoir reprendre la gestion derrière de ce jardin avec des dispositifs qui soient adaptés. Voilà. Donc tu peux passer, Simon. Donc on va vous faire une petite présentation à deux voix, sachant que Simon, donc ce jardin, on a travaillé de 2015 à 2017, on était plutôt sur les études du jardin, et c'est un chantier qui nous a occupé de fin 2017 à début 2020 et qui se poursuit encore là pour les remplacements. Et donc c'est Simon qui s'est occupé depuis le début de ce travail et qui était présent sur le chantier pendant ces quelques années, très, très fréquemment. Et donc lui vous fera plutôt la présentation un peu stratégie végétale du jardin, pour rentrer un peu sur la question botanique. Donc 4 points, on vous propose de rentrer un peu avec nous, on voulait un peu vous transmettre notre façon de travailler, enfin comment on a conçu le jardin, qu'est-ce qui a été important pour nous, comment il était quand on est arrivé et sur quoi on s'est appuyé pour à la fois le restaurer et l'étendre. Ce focus sur l'histoire qui a vraiment été très structurant dans notre réflexion. Et puis l'évolution ensuite au fil du temps, puisque ce n'est pas un jardin en fait, mais c'est plusieurs jardins historiques qui se superposent pour produire les traces qu'on a pu mettre en valeur aujourd'hui. Et puis le nouveau quartier chalusset où le jardin a pris une dimension nouvelle puisqu'il s'est largement étendu et il a été un des arguments de l'organisation ensuite des éléments, des grands bâtiments, enfin des bâtiments qui se sont développés sur la partie nord du terrain. Voilà, alors enquête sur site. Alors on l'a intitulé comme ça parce que c'est vrai que c'est un travail un peu de recherche, de regard, un peu d'enquête. On cherche des indices, c'est-à-dire quand on est arrivé sur ce terrain, il y a une série d'éléments qu'on a pu remarquer qui nous ont un peu mis la puce à l'oreille en nous disant mais pourquoi c'est comme ça, c'est étrange, c'est bizarre, cet élément-là, il ne devrait pas être là. Donc voilà, donc les quelques éléments qu'on a pu voir, c'est que par exemple, quand on arrivait sur le jardin, donc là c'est toutes les photos qui était avant concours donc du démarrage de l'étude. Donc vous avez peut-être déjà oublié comment était le jardin avant, mais donc c'est des petits retours en arrière. Donc par exemple, on était assez perplexe là, c'est la question de ce qu'on appelle l'allée est-ouest, donc qui va de la statue de Persec, c'est Fabier, à la fontaine du Buveur qui est de l'autre côté. Alors on avait un alignement, mais pas d'allée dans l'alignement, des éléments statuaires qui normalement ponctuent des allées qui n'étaient plus dans l'axe, et une allée qui se déroulait à côté pour aller desservir finalement l'accès à la Mamie, qui était une sorte de portail de garage au bout.
Donc première interrogation, pourquoi, voilà, quelle trace, d'où ça vient. Tu peux peut-être passer. Deuxième, par exemple, sujet, on s'est dit, tiens, il y a des beaux éléments, par exemple, le bassin des poissons, qui semblait être hérité encore de périodes antérieures, avec ses bosquets, ses pittosporums magnifiques autour, donc quelques petites pépites comme ça, mais un peu intruses dans la composition générale. Cette composition monumentale avec la grande allée centrale, mais qui finalement n'avait plus de débouchés, on avait la grille, c'était fermé, plus de relation à la chapelle, un canal qui finalement a pris la place qu'on a découvert après de l'allée principale de la promenade, qui normalement mettait en relation, enfin, les deux parties du jardin, et notamment se termine aussi sur un très beau statuaire qui se trouve au dos du monument aux morts. D'autres éléments, un taxodium. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans quel état était le taxodium, qui est donc le grand arbre qui est sur le parvis. Donc en 2015, il était dans un état, il était mourant, quoi, quasiment. Donc vous en avez la photo. Et il a été soigné, c'est carrément une renaissance, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a repoussé, il a fait des feuilles. Donc il y a eu des soins extrêmement attentifs et très fins sur le sol, la restauration des racines, la restauration du milieu autour, et qui ont eu un effet. Enfin, nous, on est totalement subjugués par cette renaissance. Donc cette essence qui est très particulière, qui n'a un peu rien à faire ni dans la région, ni dans le jardin. Voilà, question, pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Et puis d'autres très très beaux sujets également, mais qu'on voyait à peine pris dans l'ouverture générale. On a des très beaux cèdres, des très beaux pins. Enfin voilà. Et puis un sentiment un peu aussi bizarre d'avoir un réseau d'allées qui correspondait un peu à rien, des espaces très dilatés, c'est-à-dire aucune strate basse, je veux dire quasiment pas d'arbustes quand on est arrivé, avec de la pelouse un peu partout, ce qui faisait que le jardin paraissait tout petit, alors qu'en fait il est grand. On voyait tout de suite les bords, on sortait des limites. Voilà, donc question, pourquoi tout ça? On avait également des alignements qui étaient totalement déstructurés, alors avec en partie des essences qu'on retrouvait, mais qui avaient dû être remplacées au fur et à mesure, avec notamment des essences très exotiques comme les érythrines ou les brachychitons, et qui du coup donnaient des alignements un peu étranges. Voilà, donc question, pourquoi tout ça? Mais on a quand même des alignements qui sont structurés. Donc on savait que bien sûr que c'était un jardin 19e et que c'était la question de la restauration d'un jardin 19e, mais ayant un peu tous ces indices, on s'est dit ça vaut le coup de chercher plus loin. Et donc c'est là où notre historien est intervenu, et il a fait des recherches un peu dans les archives départementales, à la ville, au service des armées également, pour un peu enrichir cette approche. Et c'est là où on a en fait un peu découvert et compris qu'à l'origine, nous avions 3 jardins. Donc ces 3 jardins, tu peux peut-être les montrer, qui vous voyez superposés là au plan actuel. Donc on voit bien le jardin des Hospices de la Charité, donc c'est le petit 1, mais à l'époque nous n'avions qu'un corps de bâtiment, il a été doublé plus tard. Et donc sur toute la partie est du terrain, ce qui est en vert, c'était le jardin botanique de la Marine royale. Et donc ce jardin, il s'inscrivait sur la rue Chalusset, et vous voyez sur presque la moitié du jardin, en remontant presque jusqu'en partie haute, en haut de la pente. Et puis à côté, on en avait un 3e qui s'appelait le Jardin du Roi. Et donc ces 3 jardins, ensuite on a eu au fil de l'histoire des restructurations, mais finalement ce qu'on voyait sur le terrain, c'était le résultat de ces différentes histoires qui se sont superposées, et dont le résultat est une sorte de palimpseste, c'est-à-dire un objet qui à la fois se construit par destruction et reconstruction, mais qui garde les traces de toutes ces époques et de toutes ces superpositions. Et c'est en fait ce que nous découvrions sur le terrain par petites touches, avec ces éléments un peu étranges qui parfois s'inscrivaient
général. Donc ce qui parle très bien de ces 3 jardins, c'est les plans reliefs qui sont aux Invalides. Donc on a les plans de 1794, où on voit bien, on retrouve, tu peux peut-être les montrer, l'hospice de la Charité, voilà, qui avait un verger en fait en contrebas. Il y avait une cour haute et un verger, et une différence de niveau qui existe toujours aujourd'hui, puisque c'est là où aujourd'hui vous avez les gradins, mais qui était une sorte de limite de la terrasse basse. Ensuite, on avait complètement, donc, à l'est, le jardin du roi, qui était une composition assez classique. Tous ces jardins avaient une caractéristique, c'était qu'ils avaient des réservoirs d'eau. En fait, la question de l'eau était extrêmement importante aussi pour l'arrosage, donc ils puisaient dans le béal pour pouvoir avoir des bassins, des éléments de stockage, d'irrigation. Et donc le jardin du roi, lui, était un jardin qui était destiné à la production des oignons et des fleurs qui allaient au château de Versailles et dans les maisons royales de la région parisienne. Sur le jardin botanique de la Marine royale, en fait, c'est un jardin qui a été créé en 1785. C'est des terres qui ont été louées par l'armée aux hospices de la Charité, donc sur 8000 m². Et donc on retrouve dans les textes, notamment des différents jardiniers qui se sont succédés, des textes assez prolixes sur la richesse de ces jardins en termes de végétal. Donc on avait, en 1821, sur 8000 m², on avait 3300 plantes différentes, cultivées, recensées, avec des essais d'acclimatation en fait sur différents sujets. Alors ce jardin, il avait plusieurs vocations, puisque c'était d'abord un jardin pour la marine royale, donc en fait l'armée, et le corps des officiers de santé était extrêmement important, puisque quand ils partaient en bateau, il y avait forcément des médecins, une pharmacopée, donc c'était là où les officiers de santé apprenaient en fait l'usage des plantes pour le soin des différentes maladies, que ce soit carentielles ou plutôt des maladies qui pourraient être comme aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas encore trouvé les solutions. Et donc cette culture de la botanique faisait partie de leur formation, et c'était là qu'elle se passait. Il y avait une deuxième fonction, c'est qu'on est dans des jardins de port, et en fait des jardins botaniques de la Marine royale, il y en a eu 3, qui étaient des ports royaux. Donc c'est Rochefort, qui lui a été créé en 1741, c'est Brest, 1768, et Toulon en 1785. Et dans ces ports arrivaient donc les bateaux qui étaient partis en mission et qui ramenaient donc ces plantes dans les ports, qui étaient les premiers lieux de tentatives d'acclimatation et d'usage de ces plantes, soit pour des développements qui pouvaient être agricoles, industriels, parce qu'on pouvait avoir des plantes textiles, des plantes nourricières, mais aussi des plantes médicinales, bien sûr. Et ils s'inscrivaient dans un réseau qui est celui qui a été... c'est une histoire assez extraordinaire, puisque c'est celle du voyage des plantes au siècle des Lumières. Et c'était en réseau pour ensuite être transporté au Jardin des Plantes à Paris, où Buffon avait le Muséum d'histoire naturelle. Donc on est sur un réseau scientifique, de connaissances, d'acclimatation et de recherche un peu fondamentale sur ces plantes. Alors l'évolution du jardin au fil du temps. Peut-être juste petit point, par exemple le taxodium, qui est donc ce végétal si étrange et un peu particulier, il est hérité du jardin botanique de la Marine royale. Donc c'est un arbre qui a été planté à cette époque et qui est resté dans cette partie du jardin. Donc ça vous permet de situer un peu jusqu'où allait le jardin de la Marine royale par rapport au jardin actuel. Donc les évolutions du jardin au fil du temps. Alors au milieu du siècle, on est en 1850, des grandes transformations se préparent, puisque c'est l'époque des grands plans d'urbanisme, des plans d'embellissement. On est sur un peu la période haussmannienne. Donc Toulon a été étendu, avec normalement un quartier
qui s'étendait jusqu'au jardin avec un tracé d'allées assez orthogonaux. Et ces transformations se sont donc faites sur l'emprise de ces jardins donc, qui ont disparu et qui ont été remplacés par le jardin de ville, qui a été réalisé en plusieurs tranches. Enfin, il y a d'abord eu le déménagement du jardin botanique, on y reviendra, en 1850, et puis 2 phases d'extension, 1863 et 1882, pour successivement organiser tout ce secteur. Et on voit aussi que c'est l'extension des hospices de la Charité qui se double avec la création de la chapelle et puis l'aile nouvelle. Tu peux passer. Alors en 1850, on a retrouvé des gravures qui sont assez intéressantes puisque si le sol appartenait aux hospices de la Charité, les végétaux appartenaient à la Marine royale et à son jardin botanique. Donc il y a eu un transfert des végétaux qui devait être assez colossal quoi, à avoir mis en œuvre. Donc les végétaux ont été transplantés en motte, sur pied. On a eu environ 114 arbres qui ont été déménagés pour aller à Saint-Mandrier, Et les textes, les écrits disent que ça a été plutôt un succès de reprise à l'époque. Voilà, donc on reviendra aux questions des transplantations des végétaux ensuite. Donc ça, c'était une vue. Alors, on pense que cette vue, elle est un peu une vue d'artiste, comme on dit, du jardin de ville, mais on voit déjà la chapelle, l'hospice étendu avec ses 2 ailes, le Mont Faron à l'arrière, la terrasse haute, et puis ce jardin de ville avec sa partie plutôt classique en premier plan qui s'est développé. Alors le jardin 19e, donc ce jardin de ville, il a suivi dans sa composition un peu les canons de l'époque, hein, c'est-à-dire on retrouve des axes très structurants, donc c'est l'allée nord-sud, la grande allée qui va de la chapelle au monument aux morts, des allées est-ouest qui étaient Fontaine du Buveur et puis la statuaire qui est en face de la rue, c'est Persec, hein, je crois, la rue. Et puis une recherche, alors c'était des vocations de promenade, donc des allées assez larges, mais hiérarchisées dans leur gabarit. Une recherche aussi de travail sur les strates végétales, puisque l'idée de ces jardins, et d'où aussi la présence d'un statuaire important, c'était de pouvoir avoir des perspectives et une sorte de bornage des promenades avec des points de vue qui reliaient des éléments. Mais pour arriver à cet effet, il faut bien sûr que les vues soient cadrées. D'où la présence d'une strate arbustive ou végétale assez importante sur les bords, de manière à choisir la vue qu'on voulait montrer. Voilà. Et c'est un peu ce que je vous ai montré dans les premières images, où on avait un peu perdu, puisque on n'avait plus cette strate, donc plus de compréhension de comment il fallait regarder ou parcourir ce lieu. Et puis en 1925, c'est la création du monument aux morts, qui lui va venir soustraire une partie sud du jardin, d'où la reconfiguration des allées également dans ce secteur, puisqu'on n'a plus de débouchés directs, on est maintenant sur une composition avec des allées qui se mettent en ellipse, quoi. Voilà, et puis en 1989, alors on est plutôt dans une période un petit peu, on va dire, fonctionnaliste, on cherche à équiper le parc, d'où des réseaux d'allées complètement bouleversés, des équipements qui sont inscrits, et c'est un peu ce qu'on a pu constater quand on est arrivé avec ces allées qui se mettent en dehors des alignements, ce canal qui s'inscrit dans le grand axe, des allées qui tournent, enfin qui ne sont plus du tout dans le système formel originel. Voilà. Donc le nouveau quartier Chalusset. Le nouveau quartier Chalusset, donc là vous avez une vue aérienne qui était la vue en fait rendue au concours. Et je vais vous en décrire les différents éléments, mais ce qu'on a cherché à faire dans l'esprit, c'est à la fois restaurer le jardin, mais restaurer ce jardin en conservant
les différentes époques qui l'ont constitué, c'est-à-dire c'est non seulement le jardin 19e, mais on voulait vraiment évoquer ce jardin botanique est quand même une histoire totalement prestigieuse, et puis si ces éléments vous intéressent, il y a des écrits, des livres sur le sujet, mais c'est une histoire vraiment passionnante. Donc on voulait restituer cette dimension du jardin, et puis en même temps c'est un nouveau quartier, donc il y avait la question d'étendre le jardin, c'est-à-dire de venir peut-être d'aller chercher plus loin, de le prolonger dans le nouveau quartier jusqu'à la gare. Et puis du coup cette réinterprétation, elle a forcément un volet un peu réinvention, puisque on est sur du vivant. On ne peut pas refaire exactement les mêmes choses dans une restauration, par exemple, de bâtiments. Donc il a fallu aussi travailler sur un peu les questions de gestion, d'usage aujourd'hui, de dimensionnement des lieux, pour réintroduire ce volet dans une recomposition générale. Alors on a eu un premier volet de travail qui a été celui sur les liens urbains, les parcours, où on a cherché à étendre finalement l'ensemble du dispositif des parcours du jardin, mais également d'aller les chercher et de les prolonger jusqu'à la gare en partie nord. Donc vous voyez, c'est une composition qui est très orthogonale, hein. On est dans le prolongement, tu peux peut-être montrer des rues, enfin, du quadrillage haussmannien. Donc on a tout un réseau de chemins au travers du parc est-ouest, mais qui également se retrouvent dans la structuration du nouveau quartier quand on gravit la pente. Donc c'est l'allée de la médiathèque, c'est la petite venelle qui se trouve au pied de l'Essade. Et dans cette réflexion, on a ouvert une nouvelle entrée du jardin qui n'existait pas, qui est celle qui se trouve en partie sud. Voilà, de manière à pouvoir aussi fluidifier ces passages et puis mettre le jardin en fait un peu sur toutes les traversées d'usage qu'on pouvait avoir dans la ville et dans son quartier élargi. Ensuite, on a travaillé sur les nord-sud, donc le lien à la gare et puis le lien à la pente. Et par exemple, ça nous a amené à déplacer l'entrée qui se trouvait au sud, je ne sais pas si vous en avez la mémoire, qui se trouvait dans l'angle, de manière à la remettre perpendiculaire, à pouvoir le mettre dans le sens du grand axe et travailler les vues en fait dans cette perspective mieux orientée qu'elle ne l'était, parce qu'elle était vraiment sur le côté un peu confidentiel. Donc dans les nord-sud, on y reviendra après, mais on a développé ce qu'on a appelé la promenade Chalusset, mais qui a été baptisée l'allée du jardin botanique de la Marine, là aujourd'hui dans le parc, donc qui est cette grand axe nord-sud qui va jusqu'à la gare. Mais c'était aussi prendre en compte la rue Chalusset, parce que finalement, de pouvoir un peu la dégager des voitures, d'avoir un trottoir plus confortable, et puis de pouvoir avoir un regard depuis cette rue sur le jardin et sur cette promenade qu'on développait, qui me paraissait extrêmement important. Et puis une nouvelle nord-sud, c'est retrouver le grand axe qui avait été transformé en canal, hein, donc c'est la vue sur la chapelle, l'ouverture vers la partie nouvelle du quartier et la médiathèque, bien sûr, dans laquelle nous sommes. Et puis on retrouvait un autre axe nord-sud tout à l'est que tu peux montrer, qu'on a appelé plutôt le chemin des écoles, et sur lequel on a visé à trouver un cheminement PMR qui permet d'aller, puisqu'on a quand même des dénivelés relativement importants, depuis le bas du site jusqu'en haut du site. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que vous montre cette planche. C'est-à-dire il y a à la fois une question un peu d'inscription géographique et topographique, dans le sens où on s'inscrivait aussi dans le prolongement de ce que vous appelez, je pense ici, la promenade Henri IV, en fait, le collier vert qui est tout le réaménagement des remparts. Donc on est finalement, ce jardin et ce quartier, c'est un maillon de cet aménagement, donc c'était important d'arriver à le prolonger. Et puis c'est comment travailler différentes séquences en terrasse, c'est-à-dire on a
peu près une quinzaine de mètres de dénivelé entre le haut et le bas du jardin, depuis la gare, on va dire, jusqu'au boulevard. Et donc on a cherché à développer des jardins qui gravissent un peu la pente et qui, du coup, à l'extérieur du jardin, même le prolongent par les séries de petites placettes que vous avez dû voir qui permettent d'aller à la gare. Donc on a plutôt une petite placette en palmier, et puis le grand escalier, et puis une place avec les vues. Voilà. Donc ici, vous retrouvez un peu les grands principes, voilà, de composition. Le travail sur les axes, le réaménagement, enfin la proposition de cette grande promenade nord-sud qui sort du jardin et donc qui a une échelle plus importante que celle stricte de la partie parc-jardin, avec dans cet aménagement un peu plusieurs objectifs. Alors on avait d'abord celui d'étendre le jardin au-delà de la grille nord et de l'ouvrir sur la médiathèque. Alors, on a eu un sujet qui était comment supprimer la grille existante, qui isolait vraiment les deux parties du jardin, et on avait vraiment besoin de l'étendre parce que finalement il n'était pas si grand, et on avait une arrivée de population aussi importante avec les écoles, les étudiants, donc c'est 1000 étudiants en plus. Donc il fallait nous trouver des espaces d'usage qui fassent aussi partie des jardins et qui agrandissent un peu sa surface. D'où la question de s'approprier le parvis de la médiathèque et de repousser la clôture jusqu'au droit de la médiathèque. Donc sur ce sujet, on a eu de nombreux débats, notamment avec l'architecte des bâtiments de France, sur la question de la trace, comment on garde la trace de cet élément qui était quand même un élément historique, puisque c'était la cour de l'hôpital. Et bon, et après de nombreux échanges, on a fini par, enfin, on va le voir sur les photos après, par plutôt vraiment travailler la différence de niveau qui exprimait la limite et conserver une série d'éléments qui existaient, c'est-à-dire les petits bancs que vous pouvez voir au-dessus du mur sont en fait des éléments qu'on a prélevés sur la clôture existante et qu'on a réutilisés. On avait un autre sujet qui était donc, comme je vous l'ai expliqué, évoquer le jardin botanique de la Marine royale et donc réintroduire l'eau, surtout, au droit de cette promenade. D'où l'idée de ces coursiers, de ces bassins qui se succèdent et qui sont concentrés en fait sur cette partie de la promenade. Un autre point qui était de mettre en valeur ce qu'on a appelé les marqueurs du temps. Donc là, on ne parle que des éléments végétaux, qui sont donc le cyprès chauve, le bassin aux poissons, mais c'est aussi le statuaire qui existait et qui ponctue ce jardin et l'organise. C'est aussi la porte des hospices qui devient l'entrée du jardin. Voilà, donc c'est comment tous ces éléments, on les remettait en scène de manière à ce qu'ils deviennent des repères et à ce qu'on comprenne en fait leur histoire passée. Voilà. Et puis bien sûr restaurer les mailles du jardin qui sont complètement structurants et qui donnent le sens à cette pratique. Tu peux passer. Alors par exemple, là c'était pour illustrer la question de la transformation, de la limite et de comment on a étendu le jardin en s'appropriant le parvis de la médiathèque. Donc vous voyez sur la photo de gauche, c'était l'état existant avec le mur et la clôture, si vous vous en souvenez. Et donc le parti pris qui a été de conserver la différence de niveau, mais du coup de la rendre attractive et même vivante puisqu'elle est transformée en gradin, c'est-à-dire qu'au lieu de séparer, elle devient un élément de lien et un élément d'usage. Et comment les petits murs, tu peux montrer, voilà, donc en fait les petits murets là que vous voyez ici, ce sont les restes, enfin les éléments qu'on a prélevés dans la... C'était les couvertures de la clôture existante. Tu peux passer. Donc depuis cet axe de promenade botanique, qui est donc calé plutôt à l'ouest sur les traces de l'ancien jardin,
on a essayé d'irriguer, enfin, ou de diffuser cet esprit botanique, un peu collection, à l'ensemble du jardin. Donc, on en a fait un peu un thème qui ensuite nous a servi à constituer les différentes ambiances du jardin dont Simon vous parlera. Et puis, c'est vrai que cette promenade, on a cherché aussi à articuler les jardins qu'on appelle les jardins hauts, donc qui sont tous au-delà du jardin, c'est-à-dire que la promenade de la médiathèque, la Venelle et puis les passages des grandes escaliers, avec ceux du jardin bas, en conservant cette même idée des collections, du fleurissement, de la botanique, qui est du coup sortie un peu du jardin pour aller aussi coloniser et donner un peu un esprit au quartier. Alors là, quelques photos qui vous illustrent la promenade Chalucet. Là, on part du haut, enfin pas tout à fait du haut, on est déjà sur une terrasse un peu plus basse, c'est la terrasse des Palmiers. Donc là, on retrouve l'idée du bassin, qui là est un bassin à déversement. On est sur une placette vraiment palmeraie, parce que c'est une placette relativement étroite, mais sur lequel ensuite on a mis de la végétation sur aussi les parois en limite, c'est finalement une sorte de parvis d'entrée aussi aux équipements. Donc à chaque fois, on a essayé sur chacun de ces jardins, à parler de botanique, à introduire l'eau sur des formes différentes, parce qu'elle court, on a essayé de travailler sur comment on peut lui donner des aspects assez variés. Donc si vous avez parcouru le jardin, vous allez pu voir qu'on a des parties qui sont en bassin, des parties en déversement, des parties qui courent, des parties où elle frétille. Enfin voilà, c'était pour rendre l'eau à la fois plus visible, et puis l'élément de fraîcheur, quand même, fraîcheur et ombre sur le parcours. On y a greffé aussi un petit volet un peu pédagogique. Vous avez pu voir la signalétique qu'on a pu développer sur le parcours, donc un peu comme des haltes, où on pouvait raconter un peu quelle avait été l'histoire de ces plantes, pourquoi ce choix de cette collection ici. Et puis des lieux où on a cherché à en faire un peu des espaces de convivialité, d'où les bancs, les tables, enfin des endroits où on se sent bien dans le jardin et où on a un peu envie de rester. Donc là, on est sur la terrasse des Orangers, où on a un peu revisité le jardin classique, enfin l'orangerie, on va dire le jardin arabe, avec des systèmes notamment d'arrosage par submersion. Si vous regardez un petit peu plus finement, vous verrez, tu peux montrer que le petit canal, voilà, on a un petit canal supérieur qui se remplit d'eau par moment et qui ensuite déverse. Et c'est de l'arrosage par inondation dans des surfaces légèrement en creux. Les cailloux noirs que vous voyez, c'est de la pouzzolane. Et en fait, la pouzzolane a une capacité à être rétenteur d'eau. C'est-à-dire c'est une roche qui est très poreuse. Et donc, du coup, elle se gorge d'eau et elle restitue l'eau progressivement voilà, au fil du temps. Là, on se trouve dans le jardin textile. Alors, Simon vous parlera un peu plus des côtés botaniques de tous ces espaces-là, où là, on a plutôt, c'est l'eau courante, qu'on a plutôt mis en valeur avec le petit escalier d'eau. Tu peux passer. Et puis là, on est ce qu'on a appelé le jardin nourricier. Donc, pareil, on trouve une palette différente. Alors, la caractéristique de cet endroit, c'est que là, on n'est pas sur de l'eau recyclée, parce que tous les coursiers, c'est de l'eau qui descend en fait gravitairement et qui est recyclée dans un système de fontainerie. Ici, on est sur un espace différent, puisque là, on est sur de l'eau potable. Donc, c'est un autre circuit, puisqu'on a, là vraiment du vivant dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a des plantes et des poissons. Voilà, donc on est sur un double système hydraulique. Et puis le dernier jardin, qui lui est un coursier, qui est le jardin qu'on a appelé le jardin de thé, et qui constitue l'entrée du jardin avec la nouvelle entrée décalée qui permet d'avoir plutôt cette perspective assez évidente de la promenade. Et puis mettre en valeur la marqueur du temps, donc c'était
On a pris l'exemple là du taxodium, qui alors vraiment c'est une renaissance absolument extraordinaire. Il est ressuscité, voilà. C'est vraiment un ressuscité. Mais ça a été aussi le travail sur d'autres arbres, parce qu'en fait, on avait un patrimoine arboré quand même vraiment intéressant, mais très peu mis en valeur. Mais aussi des arbres en très mauvais état, notamment les platanes avec le chancre. Donc on a dû procéder, enfin la ville a procédé à des abattages malgré tout assez importants. Mais il nous restait quand même vraiment des arbres de belle facture, des spécimens magnifiques, et donc on s'est accroché sur ces sujets-là pour compléter en fait les ambiances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un peu du mal à voir ce qui était là avant ou ce qui était là après. Et voilà, c'était l'objectif. Donc si c'est la perception que vous avez, on en serait ravis parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. Donc le bassin poisson, donc on a rénové ce bassin qui est une sorte de tradition. Hein. Enfin, là, tout le bassin en poisson, les usages et les promenades autour de ce bassin remontent à loin. Alors, on est là sur le travail sur les grandes structures, donc les mailles. Par exemple, sur ce mail, vous vous rappelez les photos avec le canal et puis l'escalier au début. Donc là, on a retrouvé les gabarits qui étaient ceux du jardin public. C'est-à-dire que c'était là l'allée de promenade. Donc c'est une allée de promenade, elle est ombragée, avec des alignements de grands sujets normalement, plutôt large pour pouvoir déambuler, puisque c'était l'endroit où on se montrait, voilà, un endroit de haute sociabilité, on va dire, où on pouvait s'asseoir. Donc on a retrouvé ce gabarit un peu large, voilà, pour retrouver un peu ce sens-là. L'ouverture sur la médiathèque et la chapelle qui retrouve un peu sa place. Et puis alors on le verra après, mais on a déplacé, c'est-à-dire dans ces alignements, là c'est un alignement de micoucoulier hein, dont il restait pas mal de sujets, mais qu'on a recomplété. Et on a surtout enlevé tous les arbres qui avaient été replantés, mais qui n'avaient un peu rien à voir avec cette structure, parce que on était sur des brachychitons aussi, des érythrines, qui étaient partis plutôt dans la collection, plutôt que de rester dans la structure végétale repère, quoi, un peu homogène. Donc là, on est sur la grande allée, et là, on est sur l'allée est-ouest. Donc vous vous souvenez, c'est celle qui visait le portail de la mamie, donc on l'a remis dans ses véritables traces, avec la fontaine du buveur en ligne de mire, ce qui était la composition originelle. Et là, on a aussi essayé d'introduire, parce que cet alignement était quasiment inexistant, enfin, il était vraiment trop abîmé. Donc là, on a pu reconstituer un nouvel alignement. Et là, par exemple, on a réintroduit un arbre qui est plus subméditerranéen, enfin, avec l'idée un peu aussi changement climatique. Est-ce qu'on peut essayer, enfin, c'est un peu le rôle de jardin botanique, c'est d'essayer aussi de nouvelles essences. Et là, c'est du Tipuana tipou qui est plutôt une essence plus sud-méditerranéen normalement, mais qui se sont parfaitement développés. Donc, alors sur les principes de la stratégie végétale, ces petits schémas essayent de vous expliquer comment on a réfléchi sur cette question. Donc le premier sujet, on l'a vu, c'était mettre en valeur le patrimoine arboré existant et le renouveler. C'est-à-dire qu'on a réintroduit aussi un certain nombre d'arbres pour soit faire les alignements, soit compléter les ambiances existantes. On a vraiment travaillé sur une strate basse qui n'existait plus du tout. Donc c'est toute la réintroduction de la strate arbustive, vivace et herbace et graminées sur lequel on a travaillé sur des ambiances spécifiques par lieu. Ensuite, on a essayé de réfléchir sur des thèmes de collection, voilà, botanique. Donc comment on fait du jardin une sorte de parcours botanique, pas seulement dans la promenade, mais également un peu dans l'ensemble des massifs. Donc vous avez pu voir, je pense que les arbres étaient étiquetés, un certain nombre d'arbres sont étiquetés.
On a un certain nombre de petits d'étiquetages aussi d'arbustes qui pourraient se poursuivre, mais on pensait que c'était important parce que le but d'un jardin botanique aussi, c'est de faire pédagogie, c'est-à-dire c'est de pouvoir se diffuser aussi sur un territoire, c'est de donner envie de s'intéresser aux plantes. Et puis dans la composition, on a travaillé également, c'est le petit schéma, le troisième petit schéma, dans une composition un peu nord-sud, qui du coup s'attache un peu aux différents espaces dans la pente, qui commence donc derrière la médiathèque, déjà. On a le parvis ensuite. En pied des gradins, on a plutôt les espaces de pelouse, plutôt les espaces un peu dégagés, aérés, qui permettent de mettre aussi en valeur les monuments, et puis peut-être plutôt des espaces qui puissent constituer aussi des espaces festifs, un peu de grand gabarit, c'est-à-dire qu'entre le haut et le bas, entre le parvis et les pelouses, on a là un peu des lieux qui se prêtent aussi à des usages événementiels. Ensuite, on a plutôt ce qu'on a appelé la partie clairière, c'est-à-dire là, on a plutôt renforcé la strate arborée et constitué des petits lieux où on a vraiment un peu des sentiments de clairière dans un espace très planté. Et puis la dernière partie qui se trouve près du boulevard, là, on a plutôt travaillé sur les bosquets, parce qu'on avait déjà présent un certain nombre de groupes de pittosporum ou de laurier noble déjà très présents. Donc on est sur plutôt des petits arbres, voilà, avec quelques grands arbres, mais une autre strate développée. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, c'est le voyage des plantes 2, c'est-à-dire on a transplanté quand même un certain nombre d'arbres qui étaient des sujets qui pouvaient encore avoir de l'avenir ou qui étaient des beaux sujets qu'on a déplacés de manière à les remettre là où on pensait que c'était plus judicieux qu'ils soient. Et pour l'instant, c'est plutôt une réussite parce qu'ils ont tous plutôt bien repris et d'ailleurs ils poussent beaucoup mieux que là où ils étaient. Donc on pense qu'on a donc dû faire le bon choix pour leur déplacement. Alors quelques photos qui illustrent un peu ce travail sur comment garder les arbres existants. Donc parfois été des solutions pas tout à fait faciles à trouver, mais par exemple sur la question du gradin, on avait des pittosporums, enfin on avait vraiment des sujets intéressants qui se trouveraient très près de la clôture existante. Comme vous avez pu voir, il y avait un dénivelé important avec un mur, donc en pied du mur, on avait des sujets qu'on voulait garder. Donc on a réfléchi à des solutions pour pouvoir garder les arbres dans les gradins, avec des sortes de systèmes de trappes qui leur permettent de rester les pieds dans le sol, et on a fait en fait le gradin autour. De la même manière, c'est comment travailler en venant assez près des arbres, parce que vous voyez là on est près du pied du faux poivrier, mais ce qu'il fallait c'est pas non plus lui abîmer les racines, donc on est resté dans un espace finalement assez contraint entre le haut du mur qui existait et le pied du mur, d'où le dimensionnement un peu aussi des gradins. Tu peux passer. Ou par exemple ici, on est sur les pins qui se trouvent le long de la rampe, donc on a dû sonder précautionneusement pour savoir quel système constructif on prenait sur la rampe pour ne pas taper dans les racines des pins. Donc à chaque fois, c'est un travail où on doit, sur place, sur le chantier, vérifier comment on va faire, parfois réadapter des solutions parce que il se trouve que les racines ne sont pas tout à fait développées comme on l'imaginait. Voilà, donc c'est le travail qu'a fait Simon là, pendant plusieurs années, au pied soigné, choisir comment on allait faire au pied de chacun de ces arbres. Voilà, et puis dans la recherche du côté foisonnant des arbres, enfin, arbustifs, vivaces, on a pas mal travaillé aussi sur les feuillages, les fleurs, les colorations et les feuillages, mais Simon vous en parlera ensuite. Tu peux passer. Enfin voilà, je pense que ça illustre. Et puis, comment on a procédé pour choisir nos végétaux? On trouvait que c'était intéressant de vous en parler parce qu'on a beaucoup lu et avec une grande passion
tous les écrits des jardiniers. Parce qu'en fait, ici, Robert et Martin, qui ont été principalement les jardiniers du Jardin botanique de la Marine Royale, écrivaient à leurs collègues du Jardin des plantes. Et donc, ils s'envoyaient des lettres pour dire « Je vous envoie telle plante, j'ai essayé, elle a marché, pas marché, vous trouverez là, 6 juin, les graines. » En fait, ce côté précieux. Enfin, c'était très émouvant même de voir voilà, ce travail et cette passion des hommes pour les plantes. Voilà. Et donc, ici, on s'est donc plongé dans cette littérature sur les essences qui étaient nommées et qui ont fait l'objet de ce voyage lointain d'abord pour arriver au port et puis moins lointain, mais qui était celui d'arriver à la capitale. Et on a essayé de piocher dans ces listes des essences qui nous paraissaient intéressantes par rapport à notre sujet. On a également, tu peux passer ensuite, on a également défini un peu des thèmes qui nous paraissaient riches, bien que ce soit vraiment plutôt des évocations que des vrais jardins de ce thème, puisqu'on n'a pas on pourrait faire des jardins, rien que sur le jardin textile, on pourrait faire un énorme jardin tellement c'est riche en termes de plantes. Donc on a choisi des thèmes pour évoquer cette richesse des plantes, donc sur le sujet nourricier, textile, l'orangeraie, la palmeraie et puis le jardin de thé. Et puis c'était aussi parce qu'on avait trouvé des éléments dans ces correspondances qu'on pouvait utiliser pour illustrer ces thématiques. Et puis on s'est quand même, nous, pas mal promené, c'est-à-dire on est allé, je vous encourage à le faire parce que c'est des jardins vraiment passionnants. On a visité plusieurs jardins botaniques, bon, pas très loin, hein, la Serre de la Madone, Arnbury. Et là, on y a vraiment choisi des plantes. Enfin, voilà, on a regardé ce qui y était, ce qu'on pouvait utiliser, quels intérêts paysagers aussi ces plantes avaient. Et puis on a beaucoup travaillé avec les services techniques, enfin les services de la ville, l'espace vert, qui ont une très bonne connaissance et un grand savoir-faire sur justement les plantes ici à Toulon, leur développement. On a croisé nos possibilités de choix pour voir ce qu'ils en pensaient. On a tenté des choses ensemble. Et il y a aussi à Toulon un jardin botanique, qui est le jardin botanique du service d'espace vert, qui est aussi très riche, auquel on a aussi choisi un certain nombre de sujets. Et voilà, c'est un peu l'ensemble de ces sources qui nous ont amenés au choix de la palette végétale qui est aujourd'hui présente dans le jardin. Alors, sur les ambiances à recomposer, je vous en ai déjà parlé. On va peut-être passer avec Simon à... Tu peux passer, voilà. Un peu plus finement, comment on a travaillé sur les ambiances végétales des différentes parties du jardin. Donc pour recomposer donc, les ambiances, on est parti vraiment, on s'est inspiré de formations végétales qu'on trouve dans le milieu naturel et qu'on a réinterprétées en travaillant notamment sur les feuillages, les floraisons, en allant puiser, comme disait Pascal, dans les listes des végétaux qu'on avait pu retrouver dans les lettres des botanistes. Et puis, et du coup, voilà, on a pu identifier un peu différentes thématiques dans le jardin. Donc par exemple, le premier jardin, le jardin des orangers, en fait on s'est inspiré des jardins arabes où effectivement on retrouve 3 strates avec les palmiers tout en haut pour faire l'ombre, la strate arbustive où on a plutôt les senteurs et les couleurs, donc là en l'occurrence les orangers qui nous ont décliné la couleur orange après pour le reste des floraisons. Et puis la troisième strate, c'est la strate qui s'appelle l'irrigation, en fait c'est tout le système d'irrigation des orangers, donc qui fonctionne là avec des petits canaux qui se remplissent. Voilà. Ben, en fait, c'est celle-là, c'est très bien. Qui se remplissent et qui viennent inonder en fait le pied des orangers 3 à 4 fois par jour. Ensuite, on a le jardin textile, où là, on est parti sur des plantes tinctoriales ou des plantes qui servent à faire du textile. Donc, les plantes tinctoriales, donc toutes les plantes qui servent à faire la teinture. Donc,
On a notamment l'indigo dans le jardin qui sert à faire la couleur indigo. On a le cotinus qui sert à faire notamment de la couleur jaune. Après, on a aussi tout ce qui est formium qui sert à faire du textile pour le coup, à faire des fibres. On a du lin vivace, voilà, des choses comme ça. Mais bon, après, on a dû tirer quelques plantes de tout ce choix possible pour que ce soit en corrélation avec les thématiques et puis aussi une harmonie de couleurs et de feuillage. Après, on arrive sur le jardin nourricier. Donc là, c'est principalement des plantes soit médicinales, soit des plantes nourricières. Donc on a la canne à sucre, on a de la rhubarbe, on a des bananiers. Après, en plantes médicinales, on a la sauge, l'angélique. Enfin, on a pas mal de choses que vous découvrirez avec les petites étiquettes. Ensuite, le jardin de thé. En fait, on a essayé de réinterpréter un peu toutes les tentatives de culture du thé qu'il y a eu à l'époque des Lumières. Et en fait, là, du coup, vous pouvez retrouver quand même le pied de thé original, qui est le Camellia sinensis, qui pousse pas bien partout, mais il y en a quelques-uns qui fonctionnent pas mal. Et après, on a un peu décliné le thé avec tout ce qu'on apporte en aromatisation pour le thé. Donc l'hibiscus, le jasmin, vous avez l'hibiscus sebdarifa qui s'utilise en infusion. Et puis après de là, forcément, on a complété avec d'autres végétaux qui sont dans les colorimétries un peu de ce qu'on avait mis en place. Vous avez aussi Jardin des Garrigues au centre, donc c'est toute la partie plutôt gris qui est sur le mail est-ouest. Donc là, c'est des plantes vraiment de garrigues qu'on peut retrouver dans la région. Il y a de la lavande, des lychrésums, la plante curry notamment. Vous pouvez sentir en ce moment quand vous passez, ça sent très fort le curry dans l'allée. Et puis des floraisons plutôt bleues. Voilà, on a accès un peu, on a renforcé vraiment des thématiques de couleurs et de feuillage pour qu'il y ait vraiment une atmosphère très forte quand on le traverse. En partie centrale, vous avez plutôt des plantes relativement de collection, puisque là on est sur des plantes australiennes et sud-africaines qui sont pour certaines un peu rares. Et alors après, on les a un peu disséminées partout dans le jardin, puisqu'elles apportent une couleur assez importante, mais vous avez une grande concentration qui est en partie centrale ici, avec des protéas, des leucadendrons, la plante kangourou, la plante qui s'appelle Anigosanthos, que vous verrez, il y en a des rouges et des oranges. Et là, on est parti sur une colorimétrie vraiment rouge et orange pour avoir un effet assez fort. En partie un peu plus basse, vous avez plutôt les jardins luxuriants, donc des feuillages assez importants, des plantes avec des feuillages très gros, très vernissés, et donc notamment les tétrapanax, les aralias, vous avez des hydrangeas avec des énormes fleurs violettes, et puis pas mal d'iris aussi, des iris brésiliens, le Neomarica, que je vous montrerai après. Et enfin, sur cette partie-là, sur la partie de l'aire de jeu, on est plutôt sur des feuillages très découpés, tout ce qui est mimosa et des floraisons jaunes et oranges. Voilà, donc il y a toute une palette de feuillages qui se marient très bien les unes aux autres. Donc là, je vais vous passer un peu en photo pour les repérer. Donc ça, c'est le jardin des orangers. Là, l'idée initialement, c'était quand même d'intégrer pas mal d'agrumes, donc des pamplemoussiers, des citronniers. Voilà, de varier un peu les essences, sauf que finalement, on s'est rendu compte en pépinière que c'était très dur de trouver des agrumes sur tige, puisque la plupart sont conduites en demi-tige. Donc en fait, pour passer après au pied des arbres, ça aurait été un peu compliqué. Donc finalement, on est parti sur des oranges amères. Donc l'idée, c'était un peu aussi que les Toulonnais puissent récupérer les oranges et venir faire de la confiture éventuellement. En tout cas, j'en ai goûté une hier et elles sont plutôt très bonnes. Ici, vous avez le jardin textile. Là, on peut apercevoir donc les cotinus qui servent à faire la teinture jaune. Ici, vous avez les anthémis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a les roses trémières, enfin pas mal de plantes qui servent à la teinture. Et puis après, de l'autre côté, ici, vous avez le lin et le formium qui sont plutôt pour l'utilisation de sa fibre, vraiment pour faire du tissu. Là, on arrive sur le jardin nourricier, donc toutes les plantes nourricières dont je vous parlais, les bananiers, la rhubarbe, le gingembre, la réglisse. Et puis, initialement, dans ces bassins, ce qu'on avait envisagé, c'était de mettre en place un peu une mini rizière, puisque
a été introduit dans le jardin de Toulon initialement. Ils ont tenté pas mal de fois voilà, l'introduction du riz. Mais étant donné qu'il faut ressemer tous les ans, au niveau gestion par la suite, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc avec les services espaces verts, on a plutôt décidé de transformer ces bassins en bassins aquatiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici, vous ne verrez pas forcément de plantes qui ont un rapport avec la nourriture ou les plantes médicinales dans ces bassins. Là, c'est la partie centrale dont je vous parlais, les jardins plutôt de garrigue avec les feuillages gris, les floraisons violettes et les fortes senteurs de feuillage. Là, c'est les jardins plutôt jaunes, au feuillage très découpé, plutôt en partie sud vers l'aire de jeu et le parc à chiens. Et là, on arrive sur la zone plutôt luxuriante avec les gros feuillages, avec des plantes plus ou moins rares, mais pour certaines, on ne voit pas encore trop, notamment l'oiseau du paradis géant que vous avez en arrière-plan. Vous avez derrière ici des héliconias qu'on trouve plutôt normalement en région tropicale, mais qui résistent, en tout cas cette variété-là résiste à la région toulonnaise. Ici vous avez voilà, tous les feuillages luxuriants avec la problématique des palmiers qu'on a rencontrés, puisqu'il y a le papillon du palmier qui dissémine pas mal de variétés de palmiers aujourd'hui. Et donc on a dû faire un choix sur les nouvelles introductions. Donc notamment cette espèce-là qui est le palmier humilis qui est attaqué par le papillon. Donc de temps en temps on est obligé de couper des stipes, notamment celui-ci là qui je crois qui depuis n'est plus là. Et donc depuis on a introduit des nouvelles variétés qui ne sont pas encore attaquées par ce papillon. Donc là notamment vous avez des palmiers australiens qui est l'Arcantophénix, qui est un palmier qu'on ne trouve pas encore partout mais qui commence à venir tout doucement. Donc voilà, et ça voilà, donc là une colorimétrie et on a vraiment travaillé sur les floraisons pour avoir une palette de fleurs qui se décline tout au long de l'année. Là vous avez les iris marcheurs. Pour la petite anecdote, en fait, une fois que la fleur est tombée, en fait, on a une mini plante qui se développe ici. Et en fait, avec le poids de la plante, la tige se courbe et ça ramène au sol et ça fait une nouvelle plante, d'où le nom iris marcheur en fait. Et puis petit à petit, il avance comme ça autour de lui. Et pour la petite histoire aussi, par exemple, ça c'est des végétaux qu'on a beaucoup admirés, rencontrés au Cerf de la Madone et au jardin copiés allègrement. Quand des plantes fonctionnaient bien et que... Voilà, d'autres types de feuillage, toujours dans la partie à feuillage assez important et développé. Là notamment c'est du manioc, cet arbuste-là. Puis après voilà, j'ai mis un peu des petites planches de photos que vous pourrez découvrir dans le jardin. Donc on a toutes celles-ci sont des collections plutôt de plantes sud-africaines que vous trouverez un peu dans tous les jardins, mais notamment la partie centrale dont je vous parlais tout à l'heure, avec voilà, des leucospermum, des protéas. Ensuite, il y a beaucoup de variétés de sauge et d'iris aussi, qui sont un peu pareil disséminées dans tout le jardin. Donc vous en trouverez, il y a des iris plus classiques, des iris marcheurs comme ici, et toute une collection de sauge que vous pourrez découvrir. Ensuite, on a les collections australiennes également, les banksia, les grevillea, les mimosas, avec 4 ou 5 variétés de mimosas autour de l'aire de jeu, que vous pourrez aussi aller voir, avec des floraisons qui s'échelonnent de décembre à avril. Et puis voilà, finalement on a quand même beaucoup de plantes aussi qui viennent de l'Asie et on peut les redécouvrir aussi dans le jardin. Là on a des gingembres d'ornement, des anémones et puis le lilas des Indes qui du coup s'appelle lilas des Indes mais qui vient pourtant de Chine. Et voilà, et là c'était un peu le petit clin d'œil au voyage des plantes qu'il y avait eu à la fin du jardin botanique de la Marine et on a créé le deuxième voyage des plantes avec une quinzaine d'arbres qui ont été transplantés principalement en partie est du jardin, notamment les brachychitons, les coryzias et les érythrines. Et donc là, c'est ce que vous voyez sur cette photo. On a ce coryzia, celui-ci et celui-ci qui ont été transplantés et qui ont très bien repris. Voilà. Et là, c'était un peu une petite conclusion. Ouais. Peut-être juste avant qu'on passe aux petites images là, de comparaison. Vous voyez, c'était un peu ce qu'on voulait essayer de vous transmettre, c'était comment on travaille, enfin, qu'est-ce qui fonde un peu notre travail et nos réflexions. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi un peu ce côté,
c'est presque comme une peinture, quoi. Enfin, voilà, il faut qu'on travaille avec les textures, enfin, au-delà de la botanique stricte, de la composition spatiale, des usages, la question des ambiances, des végétaux qui sont une texture, enfin, c'est un panel de textures, de couleurs incroyables. C'est un peu comme un peintre, quoi. C'est comment on choisit tel végétaux pour mettre ici. Alors, il est arrivé que certains végétaux, on ne les trouve pas en pépinière parce qu'ils sont encore pas assez diffusés, etc. Donc, il a fallu se replier parfois sur d'autres végétaux, mais avec toujours, on savait ce qu'on cherchait, quoi. C'était soit des grosses feuilles, des colorations, des périodes de floraison. Donc, voilà, c'était juste pour vous faire passer ce travail un peu sur la texture, qui est vraiment un travail enfin, auquel sert la botanique, quoi. Comment on s'appuie sur la botanique pour trouver les végétaux qui vont composer cette ambiance avec les couleurs, les textures, les feuillages, les saisons, voilà, qui vont rendre le jardin plaisant et changeant. Alors on vous a mis à la fin pour conclure un peu une comparaison entre les images qu'on avait produites pour le concours, donc les perspectives du jardin qu'on a produit en 2015 pour le concours, et des photos des espaces aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'était la vue de la grande allée du jardin pendant le concours, et voilà. Voilà, donc on est quand même assez proche et on en est assez content. Ça, c'était les vues de la promenade Chalusset, donc la promenade botanique, et maintenant l'allée du jardin de la Marine. Voilà, donc c'est le point de vue concours et le point de vue aujourd'hui. Et ici, on est sur l'entrée du jardin, donc c'était le jardin de thé. Et voilà la photo aujourd'hui. Voilà. Et nous en avons terminé.